Bonjour à tous. Savez-vous quel est le jouet le plus vendu dans le monde, celui qui résiste aux modes et au temps? Eh bien, le nounours, bien sûr. Il a bercé notre enfance et je crois qu'il continuera à bercer l'enfance de nombreuses générations un peu partout dans le monde. Mais qu'en est-il de l'ours, le vrai, celui qui est en chair et en os? Eh bien, j'ai envie de dire qu'au moins en France, l'homme se montre particulièrement ingrat à son égard. Savez-vous qu'il ne reste plus qu'une vingtaine d'ours, pas davantage, en France? Alors pourquoi ces plantigrades ont-ils disparu? Comment peut-on les sauver aujourd'hui? Qui se bat pour que vive l'ours? C'est ce que nous allons tenter de savoir aujourd'hui, grâce à la présence d'invités qui ont tous des points communs. Je crois qu'ils ont tous la compétence, ils ont tous l'argent à donner ou à dépenser au profit de l'ours. Ils ont le temps qu'ils consacrent et puis ils ont surtout la passion. Alors parmi eux, Gérard Cossimon, qui est président du Fonds d'intervention éco-pastorale, qui est un Pyrénéen comme l'ours. Il est par ailleurs enseignant. Jean-Pierre Raffin, qui est responsable du groupe Ours, professeur d'écologie à la faculté des sciences de Paris-Justieu. Bob Héraume, qui est naturaliste, qui est un homme des Alpes. Dans les Alpes, il nous dira tout à l'heure qu'il existait des ours. C'est l'un des fondateurs du groupe Ours. Roland Guichard, qui est membre du groupe Ours, qui est responsable des opérations de sauvegarde au sein de la société La Maison de Valérie. Et il expliquera comment une entreprise privée peut venir au secours de l'ours aux côtés des naturalistes. Et puis Jean-Pierre Ourdin, qui est précisément PDG de la société La Maison de Valérie, qui est située à Blois et qui lui aussi pourra nous en dire davantage sur, disons, le civisme d'entreprise. Alors revenons aux ours. Vous allez voir un film dans un instant, un film qui a été tourné par un homme de terrain qui connaît bien les animaux, qui les aime. Il s'appelle Laurent Charbonnier. Ce film s'appelle La montagne aux ours et je crois qu'il prouve qu'il y a sûrement quelque chose à faire en faveur des ours. On se retrouve dans une trentaine de minutes à peu près. Vu l'article 90 de la loi du 5 avril 1884, vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1914, considérant que la présence d'ours est signalée dans les bois situés sur le territoire d'Os, arrête, une battue est autorisée dans les bois, buissons et fourrés de la commune pour la destruction des ours entre le 1er juin et le 11 juin 1939. Aujourd'hui, nous allons parler des ours. En 1950, il y avait environ 70 ours. Aujourd'hui, il y en aurait une vingtaine. Depuis plusieurs années, des scientifiques font des études sur l'ours des Pyrénées pour mieux connaître leur nourriture, leur territoire, leurs déplacements et ainsi essayer de les sauver dans le Béarn où nous le sommes et dans l'Ariège notamment. Leur protection consiste... Ninon, viens voir ce que le Père Noël t'a amené.
L'ours. Entre plis et replis de la chaîne des Pyrénées, d'escarpements rocailleux en vallées verdoyantes, un seigneur surgit des profondeurs du temps comme un animal de légende. En un siècle et demi, il a été exterminé dans les Vosges, le Massif central, chassé jusqu'au dernier dans le Jura et les Alpes. Montagnard par force et non par goût, réfugié au cœur des derniers territoires sauvages dans les forêts reculées du versant nord des Pyrénées, une quinzaine d'ours vivent en France des massifs béarnais aux confins d'Andorre. Passager discret de la nuit, presque impossible à voir au grand jour, à portée de regard des banlieues industrielles où l'Europe construit sa navette spatiale, en dehors du parc national et de tout territoire protégé, leur présence sauvage est un défi. Là-haut, ils en appellent à la complicité de tous les animaux réfugiés dans la forêt secrète. Ils plaident en silence la cause de la survie de l'espèce. Si un jour le seigneur de l'hémisphère nord disparaissait, la montagne pyrénéenne ne serait plus tout à fait la même. Montagne de l'homme, territoire de l'ours. Tous deux sont livrés à la rude loi de l'altitude, aux brusques remous du temps, aux caprices et aux fêtes des saisons. Le territoire de l'ours des Pyrénées, c'est la montagne tout entière, des cols à plus de 2000 mètres aux basses vallées qui s'ouvrent sur la plaine. Quand l'hiver se déchire, l'ours dégringole des nuages, vient flairer l'herbe neuve et juteuse des pâturages frissonnants. Un perpétuel affamé sans cesse en quête de nourriture. Un touche-à-tout qui n'y voit pas trop clair mais qui a du nez, prêt à exploiter la moindre ressource du sol, toujours au rendez-vous des bonnes affaires de la nature. Il explore en connaisseur les ruisseaux, les ravines, les prés où l'eau transpire, les lisières où mûrissent les fruits des bois. Il éventre les fourmilières, bouscule d'un coup de patte les grosses pierres qui cachent des larves croustillantes, pille sans vergogne les greniers des campagnols. Par-delà les crêtes, le vent vient lui rappeler la saison des baies sauvages. N'allez pas croire qu'il se goinfre comme un malappris. Il peigne délicatement les myrtilles entre ses griffes, savoure la pulpe sucrée des mûres, déguste les framboises une à une avec le savoir-vivre d'un prince anglais à l'heure du thé.
Des crottes sur le sentier, une trouvaille qui parle, qui raconte par le détail le menu de l'ours. Il suffit de tamiser ces déjections lavées à grande eau pour obtenir des résidus solides non digérés, faciles à analyser. Conclusion, l'ours est un opportuniste. Il adapte son régime à la saison. En été, on lui reproche quelques raptes de brebis sur les estives, une 50aine de moutons en tout et pour tout. Un chiffre à méditer en regard des 10 000 ovins tués chaque année en France par les chiens errants. Essentiellement végétarien, l'ours est accessoirement carnivore. Le bétail représente 6 à 8% de son alimentation, disent les analyses. Michel Kaopé, garde du parc national, constate les dégâts. 3 ou 4 brebis dans l'année, c'est peu pour l'ours, mais beaucoup trop pour un berger. Quand c'est qu'il a attaqué cet ours? Il y a 3 jours, la première, quoi. Ah, Pour cette année. On est d'accord, d'accord. C'est bien que l'année dernière, il y en a un peu plus 4. Hein. Oui. Et il recommence. Il recommence. Oui. C'est le même d'après vous? Oh oui, d'après moi, oui. Et il se cantonne toujours dans cet endroit? Ah, et tout le temps, au même endroit, tu vois, la monte là-bas, en montagne, elle suit un couloir, là, dans le bois, il s'attrape toujours là. Et c'est le soir que vous apercevez qu'il manque de brebis? Ah oui, c'est le soir, oui, oui. Au moment de la fête? Quand on traîne, oui. Mais là, il faut Faut que je remplisse cette décoration, comme l'année dernière, quoi. Exactement, Non. ça n'a pas changé. Faut que je remplisse tout. Tout. Vous mettez la valeur de la bête, Oui. et la valeur que vous estimez qu'elle vaut. Oui, la valeur, elle était jeune, tu comprends? Bon, d'accord. Il restait seulement plein aussi de moi. Bon, Qu'est-ce qu'on va mettre? Mais mettez ce que vous estimez. 1000 francs. 1000 francs, comme vous voulez. 1000 francs. Il n'a pas peur au pénétrante ni au retenir rien. Il y a 4 ans, là, il y a 4 ans, il y avait le type Igar qui tirait du bois. Il faisait 10 voyages par jour. Il a pris un bélier et une brebis sur le bord du chemin. Parce que quand moi je vais chercher le brebis avec la femme, comme ça, si on ne le trouve pas, il est sûrement derrière l'arbre, il ne voit passer. Vieille querelle entre l'homme et l'ours, une histoire passionnelle illustrée de récits épiques, d'exploits fameux racontés à la veillée par des dynasties de chasseurs glorieux. Depuis 1972, les coups de fusil de la chasse officielle ne claquent plus à l'encontre de l'ours, mais le braconnage reste une menace réelle pour le plus grand de nos mammifères, le plus rare aussi. Armé d'une paire de jumelles et d'un carnet, Jean-Jacques Camara, de l'Office national de la chasse, Gérard Cossimon, du Fonds d'intervention éco-pastorale, traque les indices de présence et non l'animal lui-même dans la plus pure tradition naturaliste. D'autres, tout aussi passionnés, n'ont jamais vu l'ours dans les Pyrénées et n'en ressentent aucune amertume. Mais ils le connaissent intimement, dans les détails de son caractère, dans les plus secrètes de ses manies.
bien des points restent encore obscurs. Que signifient ces griffades sur les troncs? Marquage de territoire? Et ces écorçages à coups de dents, comme si l'ours avait voulu récupérer le libère, cette couche de bois à tendre riche en sève sucrée. C'est bien frotté là, hein. Oula, ouais, il est passé dessous. Tu vois, il doit y en avoir. C'est marrant parce qu'il n'avait pas sur les ronces là. Ouais. Bon, non, c'est... Ah, mais on va les enlever tous parce que s'ils repassent, Oui, qu'on sache, ouais. Alors, je crois qu'il n'y a plus rien. Sur le grand livre des traces qu'offrent les pentes boueuses, la rencontre d'un pied d'ours est une grande émotion. Aucun risque de se tromper. Comme l'homme, l'ours marche sur la plante des pieds. C'est un plantigrade. Une mesure précise permet de compléter la fiche d'identité personnelle d'un individu. Ultime sensation, s'introduire dans la tanière de l'ours. Tu descends, toi. Descends le premier. Tu vois, il y a des restes de végétaux. Il n'y a pas de poils à l'entrée? Non, on voit pas, non? C'est vieux, ça. C'est vieux. Il y a des branches, des restes de litière ici. On va mesurer l'entrée. Tu vois, c'est pas très haut, hein? Autre signe de présence presque indiscernable, 4 branches de sapin jetées dans un creux du sol, la couche de l'ours. Parmi tous les bergers qui passent 4 mois sur les estives avec des brebis laitières, une soixantaine séjourne seule dans la zone à ours, exposée à des dérangements nocturnes, à l'éparpillement des troupeaux lors des attaques de l'ours. Outre l'indemnisation rapide des dégâts par le ministère de l'Environnement, le Fonds d'intervention éco-pastorale a mis en place une compensation pour les bergers qui séjournent en zone sensible. Ici, dans les vallées d'Aspe et d'Ossau, organisées par le Parc national des Pyrénées, le transport de leur matériel est assuré gratuitement par héliportage. Économie de temps et d'efforts, cette amélioration des conditions de vie du berger bénéficie également à la protection de l'ours. Elle évite la construction de nouvelles pistes coûteuses et perturbantes pour la tranquillité forestière. Réconcilier le berger et l'ours, ses ennemis héréditaires, modifier en douceur les mentalités pyrénéennes, persuader, convaincre. Pour cela, le FIEP met à la disposition des bergers les plus dérangés par l'ours et les plus isolés des installations radio. De plus en plus petit. Ouais, il y a une vis. T'as les vis, elles sont là, t'as une vis par truc, et puis un manche là-dedans. Bon, t'as compris, regarde, tu enlèves le petit capuchon, tu mets l'antenne là, tu branches le fil de câble, d'accord? Et surtout, n'oublie pas de faire ce réglage ici, sinon ça ne marche pas. La solitude est rompue. Ils peuvent communiquer entre eux de cabane à cabane et rester en contact avec la vallée. Un avantage à mettre au crédit de l'ours. Même les bergers qui ont payé un lourd tribut au seigneur de la montagne sont devenus plus conciliants. Ils seraient les premiers à regretter sa disparition totale. Oh, j'espère que le beau temps va revenir. Puis de toute façon, on change bientôt de montagne, là. Oui, quand est-ce que tu penses changer de montagne? Oh, pour la semaine. D'habitude, c'est vers le 4. Je pense que d'ici jeudi ou vendredi, ce sera bon.
Le vacarme continu, amplifié par l'écho des vallées, la pénétration des routes forestières au cœur de son territoire décantonne l'ours qui va toujours plus loin chercher la tranquillité. Exploiter sans discernement la forêt, c'est entamer le domaine vital de l'ours. Le chien de chasse, la bête noire de l'ours. Les battues au sanglier coïncident souvent avec le pré-hiver, cette 5e saison pour l'ours qui pense déjà à son sommeil hivernal. C'est l'époque où il se gave de glands et surtout de faines. Sur la bosse du garrot, il peut accumuler une épaisseur de 40 cm de graisse. À l'approche des grands froids, il ne s'aventure plus guère. Il prépare sa tanière. Les premières neiges imposent le silence, l'obligent à la léthargie. De décembre à mars, l'ours ne dort que d'un œil. Mystérieuse somnolence qui ne l'empêche pas de goûter, sur le seuil de son refuge, au plaisir d'un rayon de soleil. Sa température faiblit légèrement pendant son sommeil. La nature a fait volte-face. L'ours tonitruant descend dans la vallée, fête au village le renouveau de la vie, étreint les jeunes filles, terrorise les enfants. Capturé, enchaîné, dépouillé de la police sauvage, poil et peau un instant confondus, rasé à la hache, le voilà homme. Secrète survivance de singulières histoires. Cette femme sauvage qui vivait nue sur le sommet des monts d'Ariège, réchauffée par les ours, et la légende de Jean de l'Ours, fils d'une femme et d'un ours qui l'avait enlevé. Aujourd'hui, image de marque des Pyrénées tout entière, l'ours et son avenir sont entre les mains de l'homme. Dépouillez l'ours, vous trouverez l'homme, disaient les montagnards. Est-ce parce que l'ours tient debout et qu'il s'assoit à la manière d'un homme, qu'il utilise ses pattes comme des mains? Est-ce parce que la femelle donne le sein comme une femme? Au cœur du domaine de l'ours, sur ces places de chants traditionnels, le grand coq a besoin de la même quiétude. Il fréquente les mêmes vallons sauvages, paradis végétal, sanctuaire de la grande faune pyrénéenne.
2 oursons nés en janvier dans l'intimité de la tanière maternelle, gros comme 2 petits rats nus et aveugles, fragiles comme des oisillons. En 1 an, ils prennent 16 kilos et croissent à ce rythme jusqu'à devenir de bons gros nounours qui peuvent peser jusqu'à 250 kilos vers l'âge de 15 ans. Maman ours ne côtoie le mâle que pendant la période d'accouplement, en juin-juillet. Puis elle reprend sa vie séparée. Sexuellement mature, dans sa 4e année, elle met bas au mieux tous les 2 ans. Elle peut allaiter ses petits pendant plus d'1 an. La période de sevrage est critique pour les oursons. La moitié d'entre eux n'atteindra pas l'âge adulte. La descendance d'une femelle n'excède pas 6 ours adultes en moyenne. À ce rythme, dans les meilleures conditions, l'évolution des populations est extrêmement lente. Écoute, petit ours, toi qui joues dans le monde des enfants. Écoute, petit homme endormi. J'aurais aimé vous raconter une belle histoire. La belle histoire du grand retour des ours de nos montagnes. À quoi rêves-tu, petit ours? Je veux devenir un grand ours qui joue en paix dans la forêt retrouvée. À quoi rêves-tu, petit homme? À devenir grand pour voir les ours dévaler la montagne.
Voilà, après ce regard porté sur, disons, la triste aventure de l'ours par Laurent Charbonnier dans le film que vous venez de voir, je crois qu'il y a tout de même un certain nombre de questions qui se posent. Je voudrais demander, pour commencer, à Jean-Jacques Raffin, quand a commencé, disons, quand on a tiré pour la première fois la sonnette d'alarme? Bien, les premières fois où l'on commence à avoir des interrogations sur la survie de l'ours en France datent, à ma connaissance, des années 1920, lorsqu'à Paris s'est réuni le premier congrès international de protection de la nature en 1923. Eh bien, on trouve déjà dans des interventions d'ingénieurs des eaux et forêts, par exemple, ou du président du club alpin français de l'époque, qui était un député, des demandes de mise en réserve, d'interdiction de la chasse, à la fois dans les Alpes et à la fois dans les Pyrénées, pour la protection de l'ours. Bob Héroum, on vient de parler de l'ours dans les Alpes. Alors, peu de gens savent qu'il y avait des ours dans les Alpes. Il a disparu quand, le dernier? Le dernier ours qui a été vu dans les Alpes l'a été il y a juste une cinquantaine d'années, en 1937, dans le Vercors. Donc c'est quand même très récent. Nos grands-parents ont connu l'ours dans les Alpes. Et le phénomène est identique à celui des Pyrénées? Complètement. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir, très intéressant et très attristant, de faire le parallèle entre la disparition de l'ours dans les Alpes telle qu'on l'a vécue, en connaissant parfaitement les mécanismes, et la disparition de l'ours dans les Pyrénées telle qu'on la vit aujourd'hui. Les mécanismes sont les mêmes. Et 50 ans après, on n'a toujours pas réagi. Gérard Cossimon, vous êtes l'homme des Pyrénées, vous êtes le plus proche de l'ours. Entre parenthèses, on parle davantage de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, que de l'ours lui-même. Vous en avez vu déjà des ours? Oui, j'en ai déjà vu, mais effectivement, l'ours est un animal très discret. Et à l'heure actuelle, en fait, s'il en reste, c'est parce qu'il sait être discret. Étant donné que, malheureusement, pendant très longtemps, quand on le voyait, le réflexe, c'était de le tuer. Alors pourquoi a-t-il disparu aussi vite? Bien, il a disparu essentiellement, je pense, comme a dit tout à l'heure Jean-Pierre Raffin, d'abord parce qu'il n'avait pas un territoire où il était protégé, mais il est bien évident que ce qui pendant longtemps a décimé les ours, c'est le fait que les bergers subissaient des dégâts d'ours sans être véritablement bien payés et indemnisés. C'est pour ça que la première chose à faire, c'était de commencer non pas par interdire de tuer les ours et par les protéger, mais d'abord par indemniser correctement à la fois les dégâts, le dérangement, et essayer de compenser la présence de l'ours par des mesures qui aident le berger dans le travail de tous les jours. Et ça a été le but de la création de notre association il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Roland Guichard, vous occupez, disons, un peu de la communication à travers la Maison de Valérie d'une part et le groupe Ours d'autre part. Il y a des animaux qui ont été porteurs dans le domaine de la protection de la nature. Je pense aux pandas, puis naturellement aux bébés phoques. Bon. Comment se fait-il que l'ours, qui est si proche de nous, ne passe pas aussi facilement? Ça, c'est paradoxal. Je crois que actuellement, on est en train de détruire ce que l'on vénère. C'est-à-dire que l'ours est adoré, en effet, c'est le premier au hit parade des ventes de jouets. Et puis, on l'adore sous son effigie sur l'ourson, et puis on ignore son existence. J'ai été très frappé de voir que les Français connaissaient l'existence du grizzly aux États-Unis, mais ignoraient complètement que la même espèce vivait en France, dans les Pyrénées. Or, il y a un phénomène énorme de communication. Donc, il fallait en parler, il fallait le faire savoir. Et avec nos petits moyens, nous, dans notre vie associative, on avait des difficultés. Donc, en s'adressant un jour à un professionnel de la communication, là, je pense à la Maison de Valérie, qui est une maison de vente par correspondance de biens d'équipement et de la maison. Qui sait faire passer le message. Qui sait expédier 12 millions de messages par an. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Ça, nous, on ne sait pas faire. Et d'abord, on n'a pas l'argent pour le faire. Et on leur a proposé, on dit, il faut faire connaître aux gens, il faut faire connaître l'existence de ces 20 ours qui vivent dans les Pyrénées. Jean-Pierre Ourdin, justement, on parle de vous, vous êtes PDG de la Maison de Valérie. Comment vous avez accueilli ces gens qui sont venus vous voir en vous disant, il faut sauver les ours, vous allez nous aider? Ça vous a fait sourire ou quoi? Ah ben, ça ne m'a pas fait sourire du tout, mais je n'ai pas vu au début l'intérêt pour la Maison de Valérie de se mêler d'une telle chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand Roland, que je connaissais bien depuis déjà un certain temps, me parlait de l'ours, d'abord il m'a fait découvrir qu'il y avait des ours des Pyrénées. Donc vous voyez, malgré mon âge, je reconnais humblement que je ne savais pas qu'il y avait des ours en France. Et par contre, comme il vient de le dire, je savais qu'il y en avait aux États-Unis, je savais qu'il y en avait en Tchécoslovaquie, je savais qu'il y en avait beaucoup dans certains endroits et bien protégés en Europe. Je ne savais pas qu'il en existait en France. Donc ça m'intéressait sur un plan personnel et il m'a quand même rapidement convaincu. Alors, comme j'ai été convaincu rapidement, je me suis dit, après tout, si je prends le relais et que j'aide à convaincre, on va convaincre plein de gens. C'est une sponsorisation qui est utile. C'est-à-dire qu'on peut
démontrer, je crois que les messieurs du groupe Ours le feront beaucoup mieux que moi, démontrer de l'utilité de cette conservation de l'ours en France. Finalement, on peut se dire, bon, ok, il reste 20 ours dans les Pyrénées, et pourquoi ne pas en ramener d'autres? Bien sûr qu'il est absolument indispensable de prévoir des territoires protégés. C'est quelque chose sur lequel on se bat et on va continuer à se battre. Mais on est un certain nombre à penser que le seuil de population est à un tel niveau aujourd'hui qu'on ne sauvera pas l'espèce ursine dans les Pyrénées sans intervention, sans remettre des ours venant de l'extérieur. Ils viendraient d'où, les ours? Ça pose aucun problème que de se procurer des ours. Il y a plein de pays de l'Est qui n'arrêtent pas de nous écrire en nous disant « ce que vous faites, c'est bien, si vous voulez des ours, vous nous en demandez, on vous enverra par plein camion. » En fait, ce qui manque en France, et pour nous, il est évident qu'il ne s'agit pas de réintroduire demain des ours si on n'a pas résolu le problème qui existe avec notre population actuelle, c'est-à-dire où il n'y a pas un espace protégé. Espace protégé, ça ne veut pas dire que demain, on va tout interdire partout. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ramener la pression humaine à un équilibre, disons, entre la possibilité pour les ours de vivre et d'avoir leurs activités biologiques normales, chose qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Nous avons affaire à des populations stressées. Nous avons affaire à des ours qui n'ont pas la possibilité en temps de se nourrir convenablement alors que le milieu est intact. Ouais. L'ours des Pyrénées peut se nourrir parfaitement tout seul à l'heure actuelle. Il a de quoi manger de reste pour une population bien plus importante que maintenant. Les potentialités sont intactes. Ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas la possibilité d'exploiter comme il faut son milieu, parce qu'il est embêté, soit parce qu'il y a un chantier, soit parce qu'il y a une route qui ensuite lui amène des hommes, les uns bien intentionnés, les autres mal intentionnés, les uns avec des fusils, les autres sans fusil. Bref, il est dérangé constamment. Juste un mot, quand vous allez voir les élus locaux là, des Pyrénées, en leur disant surtout là, la petite route, pas question, vous allez... Prise de conscience qui fait que l'on se rend compte au niveau local que l'image fantastique de patrimoine national qu'a l'ours peut avoir des retombées, ne serait-ce que par le prestige de telle ou telle région qui accepterait quelques contraintes, moyennant compensation en plus de l'État, parce qu'il n'a jamais été question de faire supporter sur les habitants les pertes économiques éventuelles que pourrait entraîner le fait de ne pas faire ceci ou cela à tel endroit. Donc je pense qu'il y a un début de prise de conscience, alors qu'au départ ça avait été ressenti un petit peu comme quelque chose qui était forcé, contraint. Oui, d'accord. Oui. Jean-Pierre Raffarin, le ministère de l'Environnement, un mot de plus? Le ministère de l'Environnement, on a vu qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, qu'en particulier il n'a pas de service de terrain, et une bonne partie des décisions qui concernent l'ours ne dépendent pas de lui, ne dépendent pas de sa volonté. Ce qui fait qu'il fait ce qu'il peut, que nous, Groupe Ours, nous l'aidons, comme les associations, à être efficaces sur le terrain et à pouvoir mener la politique du patrimoine naturel dont malheureusement l'État, dans son entier, ne lui donne pas les moyens. Donc, en ce qui concerne les moyens dont il dispose, il les utilise bien pour l'ours. Il a lancé un plan ours en 1984 grâce à la pression associative et il faut l'aider à réaliser ce plan ours. Dans un zoo, on voit un couple et ils ont des petits. Alors je voudrais bien savoir pourquoi dans la nature où il y a finalement un peu plus de tranquillité que derrière des barreaux, il n'y ait pas des petits de la même manière. Jean-Pierre Raffin, pardon. Tout simplement parce que d'abord les individus sont séparés dans la nature. Lorsqu'ils sont, je dirais, dans un zoo, le mâle ou la femelle sont voisins et peuvent se rencontrer au fur et à mesure de l'ouverture des portes. Ouais. Dans la nature, le mâle et la femelle ne vivent pas en permanence ensemble. Le mâle ne rencontre la femelle qu'avant la reproduction. Et le reste du temps, il se déplace sur le territoire. Or, si ce territoire est fragmenté par des installations comme des pistes, des routes, des installations touristiques, les chances de rencontre baissent. Donc déjà, ce facteur-là limite les possibilités de reproduction de l'espèce dans un massif comme les Pyrénées. Autre élément, si ça se passe bien et que l'ours attend un ourson, voire 2 oursons, même si actuellement il semble qu'il y ait moins de fréquence de 2 oursons alors que ça était plus fréquent autrefois, il faut qu'elle ait les possibilités de trouver une zone tranquille pour mettre bas et ensuite pour nourrir son jeune. Roland Guichard. Il faut rajouter quelque chose. Un petit, quand il naît, il pèse dans les 250 grammes, 300 grammes, un petit ourson. Et il doit, au bout d'un an, pour pouvoir supporter la première hivernation, ce passage de l'hiver, et puis après cette déambulation après l'hiver, il doit peser une quinzaine de kilos, 15 à 20 kilos. Donc l'ours, et la femelle ours, qui le nourrit, qui l'allaite, et l'ourson doivent avoir une grande tranquillité dans la première année.
Et ça, c'est fondamental. Les Américains, avec le grizzly, par exemple, ferment des chemins au public, alors que, pour pas qu'il y ait un seul touriste, au moment où il y a une femelle et son ourson qui se promènent. J'ai dit, ils doivent se nourrir jour et nuit, pour qu'ils puissent passer la première année et surtout la deuxième année. Je voudrais en conclusion demander, c'est un petit exercice de style, à chacun d'entre vous d'essayer d'évoquer la manière dont il appréhende l'ours. Que représente pour chacun d'entre vous l'ours? Alors Gérard Cossimon, pour commencer, le Pyrénéen. Pour moi, l'ours, c'est d'abord une émotion. C'est-à-dire, je crois que voir l'ours, c'est une émotion qui nous situe en dehors de notre vie de tous les jours, dans un autre univers, dans un autre monde qu'on croyait à jamais disparu dans un pays industrialisé comme la France. Voilà. Jean-Pierre Raffin, je vais vous demander de présenter votre nounours. Eh bien, vous êtes venu avec, il est un peu poussiéreux, enfin je veux dire, il a perdu tes poils là. Hein. Eh bien ça, c'est un ours qui m'a été offert en 1938, j'avais 1 an, et je dirais que la première appréhension de l'ours que j'ai eue, c'était à partir de cet animal. Et puis ensuite, c'est en apprenant à lire également, dans un livre qui date des mêmes époques, les célèbres albums du Père Castor. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à connaître l'ours. Donc une partie affective. L'ours est un animal sympathique, un animal avec lequel on s'endort. Puis après, ultérieurement, lorsque je me suis intéressé aux sciences naturelles, l'ours est devenu un peu le symbole de la vie sauvage, le symbole d'une nature pas trop perturbée par l'homme. Bob Hérom? Je suis très gêné pour répondre à cette question parce que mes 2 collègues viennent de répondre eux deux ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est une émotion extrêmement intense que d'être à la poursuite, à la recherche des ours. D'en voir un, c'est toujours un moment d'une très très grande intensité en dehors du monde. Ce qu'a dit Gérard est parfaitement vrai. On n'a pas le sentiment d'être chez nous tout en étant chez nous. Et puis c'est vrai que c'est le symbole de la vie sauvage et le voir disparaître, c'est accepter de voir disparaître un symbole avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Roland Guichard? Je crois que c'est l'animal qui nous ressemble le plus dans l'hémisphère nord. Si on regarde dans l'hémisphère sud, on trouverait peut-être le singe, le chimpanzé, quoique c'est pas très gratifiant pour l'homme peut-être, mais quand on voit un ours, donc ce plantigrade qui se lève sur ses 2 pattes de derrière, qui vous regarde avec ses petits yeux ronds, et ou alors qui prend avec sa patte une petite feuille tout délicatement, puis qui la mange délicatement. C'est un animal qui est capable de soulever une pierre de 80 kg sans peiner, et puis aller manger 3 petites fourmis ou un petit pince-oreille. C'est un animal délicat, qui a beaucoup de force, et c'est pas pour rien que nos ancêtres en ont fait leur aïeul. Si vous regardez les princes, les ducs et autres de notre pays, ils ont tous un aïeul commun qui est l'ours. Ils viennent, ils descendent d'Ursin, un tel et autres. Et donc ils descendent de l'ours. Donc moi je dis, l'ours, ça nous rend... a quelque chose à nous dire. C'est l'animal qui est... C'est l'homme sauvage, l'ours. Nous racine un peu, quelque part. C'est un animal fascinant. Jean-Pierre Hourdin? Eh bien, écoutez, après ce que vient de dire Roland, je ne veux absolument rien rajouter que la seule chose, que la charge qui m'est donnée d'essayer de les aider à le faire connaître, beaucoup de gens puissent un jour le décrire comme il vient de le faire. Je vous remercie tous. Je ne voudrais pas qu'on se quitte de cette manière parce que finalement, la parole appartient maintenant aux jeunes, à ceux qui vont prendre la relève des responsabilités demain et qui seront, souhaitons-le, confrontés au problème de l'ours, car il en restera encore. Alors, d'ores et déjà, quelques jeunes ont décidé de traduire leur intérêt à l'égard de l'ours à travers une série de dessins. C'est un petit film qui s'appelle « Ours, y es-tu ? Ours, que fais-tu » Je vous propose de regarder ces images qui sont tout de même, là encore, très éloquentes.
Voilà, après ces images d'espoir, puisque les enfants ont prouvé qu'eux au moins étaient capables de comprendre le drame qui se jouait à l'égard de l'ours à travers leurs dessins, eh bien il me reste à vous quitter, non sans vous dire que vous aussi, vous pouvez agir, vous devez agir, et pour ce faire, nous sommes à votre côté. C'est très simple. On a de la documentation, la voici. On a des techniciens, des biologistes qui sont parfaitement compétents à l'égard de l'ours. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse est la suivante, Groupe Ours, la maison de Valérie, 41 021, CEDEX, Blois. Je crois que tous ensemble, si on veut, on peut réussir à faire en sorte que vivent les ours. Au revoir.